Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. Émission spéciale ce soir consacrée à cette double actualité internationale avec un cessez-le-feu qui semble tenir entre Israël et l'Iran et ce sommet de l'OTAN qui s'est tenu aujourd'hui à La Haye avec comme personnage central à chaque fois Donald Trump en majesté. Il a imposé ses vues à l'OTAN, il a imposé sa paix aux deux belligérants au Proche-Orient. Ce sera donc le thème de notre premier débat de la soirée. Comment se positionnent les différents partis représentés à l'Assemblée sur ce conflit qui oppose Israël à l'Iran? Les députés vont en débattre dans l'hémicycle ce soir à 21h30. Alors quelles sont les lignes de fracture et les points de convergence? Ce sera donc le thème de notre second débat. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans Ça vous regarde. Il a imposé sa loi à l'Iran et à Israël. Quant aux membres de l'OTAN, ils ont plié le genou face aux exigences de Sa Majesté Trump. Alors Donald Trump tout-puissant, en tout cas le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël tient pour l'instant, mais les conditions d'une paix durable sont-elles réunies? On en débat ce soir avec Marie-Cécile Nave. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, directrice de recherche à l'IRIS et autrice de Géopolitique des États-Unis aux éditions Erol. À vos côtés, David Rigoulet-Rose, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur associé à l'IRIS, et vous avez signé, entre autres, L'Iran en crise systémique aux éditions L'Harmattan. Général Vincent Desportes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre et votre dernier ouvrage, c'est Devenez leader chez Odile Jacob. Enfin, Stéphane Simon, vous êtes journaliste, producteur et co-auteur de 7 octobre, La riposte aux éditions Fayard, qui décrit précisément ce qu'Israël avait planifié à la suite donc, des attentats du 7 octobre. Et pour commencer, le récap de Bruno Donnet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Et dans votre récap ce soir Bruno, une question, la paix entre Israël et l'Iran peut-elle durer? Eh bien, tout dépend Clément des sources que vous consultez et de l'importance que vous accordez à la pomme de discorde. Car si vous écoutez Donald Trump, il l'a dit ce matin depuis le sommet de l'OTAN, tout va bien. Où en est le cessez-le-feu entre Israël et Iran? Ça va très bien. J'étais très fier d'Israël hier parce qu'ils ont fait faire demi-tour à leurs avions. Alors c'est vrai, depuis 24 heures, le calme est revenu en Israël. Et dans les rues de Téhéran, les partisans du régime se sont rassemblés pour revendiquer la victoire. Le problème, c'est que si vous vous souvenez de ce qui a mis le feu aux poudres, la question de la fabrique de la bombe atomique par l'Iran, alors là, ça se complique. Car le président américain affirme que le problème est définitivement réglé. Je pense que le programme nucléaire iranien est mort, il ne reprendra jamais. Mais côté israélien, cette fois, le porte-parole de l'armée est infiniment plus mesuré. Il est encore trop tôt pour faire une déclaration définitive. Nous enquêtons et examinons les résultats de nos frappes sur l'ensemble du système de ce puzzle. Et dans ce contexte, Bruno, un document qui devait rester confidentiel a fait l'effet d'une bombe. Oui, un rapport, Clément, qui a été rédigé par l'agence de renseignement de la défense américaine et qui a été dévoilé hier soir par le New York Times et la chaîne CNN. Un rapport qui conclut que les frappes sur les installations nucléaires n'ont absolument pas eu l'effet escompté. En regardant les images et en regardant ce qui a été effectivement endommagé, l'agence de renseignement de la défense a estimé que les composants de base du programme nucléaire iranien sont en grande partie intacts et que le programme nucléaire iranien n'a essentiellement été retardé que de quelques mois. Difficile donc de mesurer la solidité de la paix, d'autant plus que ce matin, le Parlement iranien a voté dans la plus grande confusion la fin de toute collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique qui réclamait, vous le savez Clément, la possibilité d'accéder au fameux site d'enrichissement de l'uranium pour pouvoir constater les dégâts. En attendant, les révélations de la presse américaine ont rendu Donald Trump complètement fou. Nos pilotes et nos militaires sont des génies et on ne leur rend pas hommage parce qu'on a des salopards parmi les journalistes. Ce matin, en plein sommet de l'OTAN, il a copieusement insulté les médias américains qui ont osé publier ce document confidentiel. CNN, ce sont des salauds. MSNBC, pareil. Le New York Times aussi. Ce sont tous des gens qui sont malades. Alors je ne sais pas, Clément, si la paix entre Israël et l'Iran sera durable. En revanche, entre la presse qui fait son boulot et Donald Trump, la guerre n'est pas prête de s'arrêter. Effectivement. Merci beaucoup, Bruno Donnet. David Rigoulet-Rose, je commence par vous. Je
Je reprends la formule de Donald Trump, hein. Ça y est, c'est fini, la guerre est terminée entre Israël et l'Iran. C'est aussi simple que cela? Non, ce n'est pas l'épilogue du problème nucléaire, hein. On en est loin. Hein. Ce serait évidemment formidable, mais c'est pas comme ça que ça. D'ailleurs, la fuite de la DIA, évidemment, le met dans l'embarras. Parce que, alors, il ne s'agit pas non plus de minimiser l'importance de l'opération qui a été menée. Hein. Il y a eu des dégâts qui sont très importants, mais pour l'évaluer vraiment, il faudrait que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse visiter les sites. D'abord, là, ils sont, eux, très compétents pour évaluer effectivement l'ampleur de ces dégâts, pour savoir si c'est sur des mois, sur des années. Et puis, sur le fond, il y a un quatrième site qui n'a pas été touché, hein, qui avait été révélé par Raphaël Grossi, le chef de l'agence, qui est un site qui s'appelle Kuke-Kulungaz, qui est à côté de Natanz, qui est encore plus profond que Fordo. Et qui est susceptible d'avoir récupéré le stock, notamment de l'uranium. Les 400 kilos d'uranium enrichi. Ben oui, on ne sait pas où c'est passé. Et là aussi, c'est une question que soumet l'agence. C'est-à-dire que tout cela fragilise donc le cessez-le-feu. Vous n'y croyez pas trop à une paix durable? Le cessez-le-feu, il peut tenir dans la mesure où chaque partie a un intérêt à son maintien ponctuel. Mais sur le fond, le problème nucléaire n'est pas réglé. Il ne pourrait être réglé que s'il y avait un accord structurel de long terme avec une supervision qui établirait exactement ce qu'il en est et qui empêcherait le passage à une éventuelle militarisation. Pour l'instant, on n'en est pas là. Général Desportes, votre analyse à vous de la situation, est-ce qu'on a les conditions d'une paix durable ou pas? Ou est-ce qu'il faut vraiment régler cette question du programme nucléaire iranien? Alors, la première question, non, on ne sait pas. D'abord, le problème de la paix, c'est qu'au fond, là encore, elle est un instant entre deux guerres. Et que donc, c'est une paix qui durera jusqu'à la guerre d'après. Et la guerre d'après, probablement, si le programme n'est pas arrêté, eh bien, un jour, les Israéliens reviendront, se relanceront, l'Amérique reviendra, etc. Donc, la paix éternelle n'est évidemment pas établie. Et ce qu'on comprend bien, c'est que le président Trump se trompe complètement. Il dit que cette opération était merveilleuse. Nos avions ont largué à l'endroit où on leur avait dit de larguer et au bon moment. Mais c'est le minimum qu'on peut demander quand même à l'armée américaine. Il confond là l'esthétique d'une frappe avec son efficacité. Il y a sûrement eu des dégâts, comme vous l'avez dit, mais quels sont-ils? On est bien, comme d'habitude, dans une post-vérité. Il invente quelque chose et il veut que ça devienne la vérité. Mais en attendant, il n'y a plus de tirs de missiles, il n'y a plus de raids aériens, il n'y a plus... Voilà, tout s'est arrêté. Ça, c'est du concret. Tout s'est arrêté momentanément. On est dans une trêve parce que, comme vous l'avez dit, chacun, actuellement, y a intérêt. Mais on est bien dans une trêve, on n'est pas dans une paix. Et ce ne sera pas Trump, évidemment, qui décidera du moment où ça va recommencer. C'est les deux protagonistes qui demeurent encore, l'Iran, avec les mollahs qui ne seront pas tombés, comme on l'a vu, et Israël. Marie-Cécile Nave, comment vous analysez-vous les choses du point de vue de Donald Trump? C'est un peu votre domaine à vous. On a beaucoup raillé ses déclarations contradictoires, erratiques. Là, sa méthode, elle a quand même produit un résultat concret, peut-être fragile, mais concret. Est-ce que c'est une victoire pour Donald Trump? Le grand gagnant, c'est Israël, quand même, dans cette séquence. L'Israël de Netanyahou, c'est pas les États-Unis qui changent d'avis presque tous les jours. C'est-à-dire, il nous dit, Donald Trump, les attaques de militaires américaines vont se limiter aux sites nucléaires. Le lendemain, il va falloir faire tomber le régime des mollahs. Ensuite, maintenant, c'est autre chose. Et puis, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que le programme nucléaire, il va continuer à se développer, mais de manière clandestine. C'est-à-dire, jusqu'ici, il y a quand même un contrôle, mais il va se développer de manière clandestine. Ce sera extrêmement difficile. Et on a le précédent de la Corée du Nord, quand même, le précédent de la Corée du Nord, où on a bien vu que l'échec total des négociations. Mais en plus, je voudrais ajouter que la guerre, ce n'est pas que les chars et les bombes. La guerre, elle va continuer par d'autres moyens. Et les agences antiterroristes américaines préviennent de la très forte probabilité dans les mois, dans les années à venir, mais ça, on n'est plus dans le timing trumpien. Hein. Le timing trumpien, c'est l'instant T, c'est apparaître comme l'homme fort à l'instant T. Dans les mois et les années à venir, des attentats sont à craindre, disent les agences antiterroristes américaines, sur le sol américain, dans le monde entier, contre les intérêts des États-Unis, contre des citoyens américains, des cyberattaques, des crimes antisémites. Tout ceci est une hypothèse hautement plausible aujourd'hui. Donc la guerre, elle va continuer différemment qu'avec les chars et les bombes à l'instant T. Stéphane Simon, est-ce que la guerre elle va aussi continuer du côté israélien? Parce que dans le livre là, que je citais au début de l'émission, vous décrivez comment Israël a planifié d'éliminer un à un tous les proxys de l'Iran, les chefs du Hamas, les chefs du Hezbollah. Il y a eu la chute du régime de Bachar el-Assad, évidemment, en Syrie. Restait l'Iran. Jusque-là, c'était un sans faute. Et là, on a l'impression que Israël reste au milieu du gué.
Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des opérations du Mossad pour aller Moi, je dirais qu'on a quitté 12 jours de guerre de haute intensité et que l'on va rentrer à nouveau dans une forme de guerre secrète, ce que l'on dépeignait déjà lorsque le livre est sorti, c'est-à-dire le 9 avril dernier. Cette guerre entre Israël et l'Iran, elle n'est pas récente en vérité. Il faut savoir que l'Iran a planifié la destruction d'Israël et qu'il y a même des horloges en Iran avec des décomptes calés sur 2040 où l'État sioniste doit avoir disparu. Donc si vous voulez, on va retrouver cette guerre qui est faite par les services de l'intelligence israélienne, c'est-à-dire le Mossad, l'unité 8200, qui vont aller à la pêche aux informations à nouveau et puis qui vont planifier vraisemblablement, comme ils le font depuis des années, l'élimination de ceux qui conduisent la recherche atomique en Iran et l'élimination de tous ceux qui seront des menaces existentielles pour Israël. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Israël tente de tuer l'ayatollah Khamenei? Ça va dépendre des jours qui viennent, en vérité. On voit bien qu'Israël a aussi intérêt à prendre un peu de répit. Ça fait quand même 18 mois que l'État hébreu est en guerre contre ses sur 5 fronts différents, que son économie n'est pas non plus si riche que cela que pour s'offrir une guerre éternelle. Donc il y a, je dirais, une nécessité à reprendre un peu d'air et un peu de respiration. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Là, il y a un cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu, il doit déboucher sur des accords. Et est-ce que les accords vont être signés? Et qu'est-ce qu'ils prévoient, ces accords? On n'en sait rien, finalement. On ne sait pas s'ils seront ratifiés, on ne sait pas s'ils seront respectés. Donc on peut imaginer qu'à toute espèce d'occasion, ça s'embrase à nouveau. Ce n'est pas du tout réglé, en vérité. Il n'y a aucune raison, d'ailleurs, de penser que d'un seul coup, tout le monde rentre chez soi, embrassons-nous Folleville, et tout repart comme si de rien n'était. C'est absolument inimaginable. Général Desportes, sur la menace nucléaire, est-ce qu'évoquait Marie-Cécile Nave, est-ce qu'il y a un risque que l'Iran fasse profil bas pendant quelques mois et que du jour au lendemain, il annonce détenir la bombe, un peu comme l'a fait la Corée du Nord? Écoutez, c'est tout à fait vraisemblable. L'Irak peut être un modèle, en quelque sorte. L'Irak, ce n'est pas un problème nucléaire, mais finalement, l'Irak est devenu, après la première guerre du Golfe, est devenu un État paria, fermé au monde, et qui a continué finalement à se cristalliser sur ses haines, etc. Et donc, très probablement, il n'est pas du tout impossible que l'Iran sorte du TNP, donc n'accepte plus les inspecteurs de l'AIEA, et que les choses continuent, et qu'effectivement, on a un modèle qui va se situer entre l'Irak, post-première guerre du Golfe, et la Corée du Nord, avec à la fin un arsenal qui, lui, ne pourra plus être détruit parce qu'il existera. David Rigoulet-Rose, il y a le risque d'un programme nucléaire totalement clandestin, et puis il y a le risque terroriste que vous évoquiez là aussi. On connaît l'expérience de l'Iran en la matière. Oui, l'Iran n'a pas l'apanage du terrorisme, mais en tout cas, il y a effectivement des opérations qui ont été déjouées, d'ailleurs, en Angleterre, au Royaume-Uni, avec des opérations très élaborées. Il y a eu à Chypre, tout récemment encore, des arrestations de personnes mandatées par les gardiens de la Révolution. Donc oui, il y a de toute façon... Et puis, il y a même on évoque même la mobilisation des Hells Angels en Suède pour commettre effectivement un certain nombre d'actions violentes et la mobilisation de jeunes, c'est-à-dire de mineurs, justement parce qu'ils bénéficieraient d'une excuse de minorité dans le cas où ils seraient condamnés. Donc il y a tout un... Ce serait pour cibler quoi? Qui Pour cibler soit des intérêts israéliens, soit des intérêts américains, éventuellement. En tout cas, dans une logique effectivement de tension. Une stratégie de tension pour desserrer les taux, puisque là, la question va être posée justement de l'échéance du fameux JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire, qui devient caduc en octobre 2025. Et donc, on voit bien que c'est pour ça que je disais que ce n'est pas l'épilogue. Il y a les réunions, effectivement, qui sont en cours aujourd'hui. Il y a Raphaël Grossi qui souhaite retourner en Iran pour faire un bilan de ce qui s'est passé et une fin de non-recevoir, justement, par le Majlis, le Parlement iranien. Donc, les choses sont quand même très compliquées. Stéphane Simon, il y a la question de l'uranium enrichi à 60%, 400 kilos. On ne sait pas si ça a été mis à l'abri par l'Iran avant les bombardements. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Iran fabrique une bombe sale et qu'il l'utilise, ou est-ce que ce serait suicidaire pour le régime? D'abord, il faut dire qu'on ne sait pas pour l'instant où est cette matière nucléaire, mais on finira par le savoir. Et déjà, on murmure qu'elle serait plutôt cachée à Natanz, qui a été bombardée une première fois, mais que ce serait ensuite
ensuite que ça aurait été déplacé là. Moi, je ne sais pas dans le détail ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment ou un autre, de toute façon, si vous voulez, il y a deux manières de pouvoir arrêter ce programme nucléaire. Ça va être soit d'imposer des règles très strictes à l'Iran, c'est-à-dire des inspections. Ce que disait le président Trump à l'époque, c'était qu'il voulait des inspections faites par des inspecteurs américains, non plus internationaux, mais américains. Et évidemment, ça a été refusé dans les négociations pour lesquelles il avait donné 60 jours. Et c'est dans la nuit du au 61e jour que les frappes israéliennes ont commencé. Donc, si vous voulez, il y a cette possibilité-là. Et puis, il y a la possibilité de reprendre des hostilités comme il y en a eu tellement. Dans notre livre, on raconte des opérations de 2020, de 2018. Il y en a eu des tas d'opérations du Mossad qui se sont attelées à retarder coûte que coûte le programme nucléaire iranien. Général Desportes, l'hypothèse d'une bombe sale iranienne, vous y croyez ou ça vous paraît... Non, à mon avis, ce n'est pas dans la logique. La logique, ça va être de faire profil bas, au contraire. Hein, un peu comme le Hamas pendant 2 ans, qui fait profil bas et puis qui lance son opération le 7 octobre. On est plutôt dans ce modèle-là. Hein, on fait profil bas, on est gentil, etc. Et puis on continue sous terre à faire une bombe, mais une véritable bombe. Vraie bombe. Marie-Cécile Nave, on a cru à un moment que Donald Trump allait frapper directement le régime iranien, directement l'ayatollah Khamenei. Finalement, il n'en a rien été. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Qu'est-ce qui l'a dissuadé de franchir ce pas ? C'est bien difficile de vous répondre parce que chaque jour, comme je le disais tout à l'heure, il dit un peu le contraire de ce qu'il a dit la veille. Mais ce qui est sûr, c'est que Khamenei est sans doute, en tout cas ces derniers jours, dans un endroit qui était inatteignable par la seule armée israélienne. Probablement dans un bunker, etc. Donc Israël avait besoin de l'armée américaine pour l'atteindre. Où est-il maintenant ? Quelle est son influence ? On ne sait pas. Mais... c'est très difficile de vous répondre parce que si ça se trouve, dans quelques jours, dans quelques semaines, Trump va dire qu'il faut que le régime des Mollahs soit renversé ou bien autre chose. Donc, difficile de prévoir. Ce qui m'amène à dire que finalement, il apparaît quand même dans la région, même aux yeux du monde, comme un partenaire un peu fiable. Quand il a fait sa grande tournée monétaire, on va dire, économique dans les pays du Golfe, dans les monarchies du Golfe mi-mai, il était favorable, et il l'a dit à ses interlocuteurs, à une stabilité des choses dans la région. Et d'ailleurs, c'est le Qatar qui négocie le cessez-le-feu, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Et puis là, il déclenche ces hostilités-là. Donc les monarchies du Golfe, elles ont dit, bon, OK, on va essayer de reprendre la main. Donc c'est difficile de vous répondre parce qu'on ne sait pas en fait. David Rigoulet-Rose, on n'a pas vu l'opposition iranienne se soulever en Iran à l'occasion de cette guerre. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe plus ? Et à quoi faut-il s'attendre ? Est-ce que le régime va se renforcer dorénavant ? C'est pas qu'elle n'existe plus, c'est qu'il y a une représentation sur l'idée de l'opposition iranienne. Il y a une défiance de l'écrasante majorité de la population iranienne vis-à-vis du régime. C'est incontestable, et notamment ça s'est renforcé dans le prolongement du décès tragique de Mahsa Amini. Et donc il y a eu des manifestations, et il y a une opposition, mais en fait qui est activement passive. Elle est horizontale, elle n'est pas structurée verticalement. Il n'y a pas une alternative politique constituée, à l'intérieur, j'entends. Et donc, c'est là-dessus, d'ailleurs, que parie le régime. Et c'est pour ça que la position israélienne était ambivalente là-dessus. Parce qu'il y avait implicitement l'idée d'un potentiel changement de régime change. Mais avec quelle alternative ? L'opposition structurelle est à l'extérieur, mais le paradoxe, c'est qu'elle est très divisée. Et elle n'est pas forcément très crédible. Et cette dichotomie, en fait, profite effectivement au maintien actuel du régime. Et il faut quand même préciser que Donald Trump n'est pas un néoconservateur. Il a dit qu'il n'était pas dans la logique du régime change. Il l'avait dit initialement. Il y a eu un flottement après les frappes où il disait qu'éventuellement ce serait pas mal. Et puis il a redit après, de manière très claire, c'était aussi un message aux Israéliens, qu'il ne voulait pas d'un régime change qui pourrait conduire au chaos. Et donc c'est très important. Oui, d'un mot sur l'opposition. Il est difficile d'aller aussi vite que le président Trump, qui tweete plus vite que son ombre. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi qui est nouveau dans cette guerre, entre guillemets, c'est la rapidité avec laquelle les commentateurs, je dirais, du monde entier sont obligés de reprendre les tweets contradictoires, souvent, du président Trump. Un jour, il dit reddition totale du régime. Un jour, il dit on n'abattra pas Khamenei. Le jour d'après, c'est plus tout à fait ça.
En fait, si vous voulez, avant, au XXe siècle, quand on menait une guerre, il y avait une conférence de presse d'un général et puis tout le monde commentait une information qui était au moins valable jusqu'au lendemain. Et là, on se rend compte, en fait, que l'on est obligé de parler en permanence, de commenter en permanence une forme d'instabilité d'information qui est celle du digital. Et qui est aussi une stratégie assumée de la part de Donald Trump. Et voilà, c'est ce que je voulais finir par dire, c'est que la communication du président américain, ça peut parfois être aussi de la ruse. C'est parfois de l'instabilité d'opinion, mais c'est parfois aussi de la ruse. Alors, c'est dans ce contexte que s'est tenu ce sommet de l'OTAN. Aujourd'hui, à La Haye, aux Pays-Bas, Donald Trump y est arrivé auréolé donc, de ce cessez-le-feu obtenu entre l'Iran et Israël. Et il en repart avec l'engagement des pays membres de l'OTAN d'augmenter très fortement leurs dépenses militaires. Maïté Frémont. C'est une photo de famille après une réunion éclair. Jamais un sommet de l'OTAN n'aura été si calibré. Rien qui puisse contrarier l'imprévisible Donald Trump. Ce fut un sommet fantastique que j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie. J'ai écouté tous les discours, chacun d'entre eux. Certains étaient bons, d'autres moins, n'est-ce pas ? Sourire aux lèvres, le président américain quitte donc les Pays-Bas en criant victoire, car son objectif est atteint, que les pays de l'OTAN payent davantage pour leur défense. C'est une victoire monumentale pour les États-Unis, car nous assumions une part bien plus importante que notre juste part. C'était en fait assez injuste. Les 32 membres de l'Alliance Atlantique investiront 5% de leur PIB annuel en faveur de leur sécurité, et ce à l'horizon 2035. Se soumettre à l'objectif de Donald Trump ? N'est-ce pas un peu humiliant ? Cela ne donne-t-il pas l'impression d'être faible ? Non, je ne pense pas. C'est une question de goût, mais je pense que c'est un bon ami. Le secrétaire général de l'OTAN juge que Donald Trump mérite tous les éloges. Emmanuel Macron évoque lui la nécessité d'une défense européenne plus forte. Avoir une Europe qui dépense davantage, qui prend davantage ses responsabilités pour sa sécurité, qui prend davantage de part du fardeau. C'est à la fois le souhait américain depuis plusieurs années, c'est une nécessité européenne, nous devons le faire pour nous-mêmes et pour être plus indépendants. La guerre en Ukraine était également au programme. Les pays de l'OTAN ont réaffirmé leur soutien. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont entretenus. Une bonne rencontre, selon le président américain. Et pour dresser le bilan de ce sommet de l'OTAN, nous sommes en liaison vidéo avec Camille Grand. Bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes l'ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. On vient de voir Donald Trump se féliciter d'un succès fantastique. On a l'impression que tout le monde a fait en sorte de ne pas froisser le président américain. Mark Rutte est même allé très loin dans les flatteries, quitte à s'attirer d'ailleurs quelques railleries. Vous qui étiez sur place, comment est-ce que vous avez ressenti tout cela ? Il y a eu un vrai effort pour chorégraphier ce sommet de manière à ce qu'il soit le plus clair et le plus facile pour Donald Trump. Donc avec deux choses, d'abord un sommet très court, un dîner avec le roi, un petit déjeuner avec le roi et une réunion de travail de 3 heures pour éviter qu'il y ait l'occasion, comme par exemple au G8, d'avoir un Trump qui s'agace et qui quitte la réunion par impatience. La deuxième chose, c'était de centrer le sommet sur cette question des dépenses militaires. Donc de dire, voilà, les Européens doivent dépenser plus pour leur défense, ce qui est vrai, en lâchant ce chiffre de 5% qui est un petit peu artificiel, puisqu'en réalité, c'est de 3,5% dont il s'agit, auquel s'ajoute 1,5% pour des infrastructures utiles à la défense, ce qui veut tout et rien dire. Donc on a une marche quand même importante, mais une marche qui, puisqu'on est aujourd'hui à 2% du PIB en moyenne, mais qui me paraît importante et soutenable et qui est cohérente avec les besoins militaires exprimés par l'OTAN. Mais qu'est-ce que vaut cette promesse d'augmenter fortement nos dépenses militaires ? Est-ce qu'on n'a pas juste dit oui pour faire plaisir à Donald Trump alors qu'on n'est peut-être pas capable d'assumer cet engagement ? Alors, il y a un peu 50 nuances de gris parmi les Européens. On a des pays qui sont déjà là. La Pologne, les Pays-Baltes sont déjà au-dessus de ce qui est demandé. Il y a des pays qui ont l'intention claire et ferme et les ressources budgétaires d'y aller. C'est les pays nordiques, scandinaves, c'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas qui ont pris des engagements très très clairs là-dessus. Il y a ensuite tout un groupe dans lequel je mets la France et le Royaume-Uni, par exemple, qui sont
convaincus de la nécessité d'augmenter les dépenses militaires, mais qui font face à des difficultés budgétaires que chacun connaît quand on parle de la France, mais qui sont réelles dans d'autres pays. Et enfin, il y a un petit groupe qui existe, qui au fond se dit attendons 2029, qui est le prochain rendez-vous de cet effort, et on verra bien où on en est à ce moment-là, et on va voir. Dans ce groupe, on trouve l'Espagne, qui l'a dit de manière très claire, mais aussi des pays comme l'Italie, le Portugal par exemple, qui sont pas très clairs, ou la Belgique, qui ne sont pas très clairs sur l'idée qu'il faille aller vers ces 3,5% pour la défense, et qui, au fond, ont un peu fait le gros dos pour laisser passer leur âge, Trump. D'un mot, peut-être, que pensez-vous de Mark Rutte et de cette... Est-ce une stratégie? Je ne sais pas, mais à quel point il a flatté l'ego de Donald Trump au point de s'attirer des critiques des journalistes qui jugent cela humiliant pour lui, pour l'OTAN, pour l'Europe? Alors, il y a deux choses. D'une part, le job du secrétaire général de l'OTAN, c'est souvent d'aller convaincre tous les alliés, à commencer par les États-Unis, que tout va bien. Donc, ça fait un peu partie du job. De là à notamment son SMS envoyé à Trump, que Trump a eu la malice ou la vacherie de rendre public, c'est évidemment un peu embarrassant. Et on voit que là, le secrétaire général est allé très loin pour essayer de convaincre Trump que de ne pas gâcher ce sommet. Mais d'une certaine manière, ce qui est un peu tragique, c'est qu'il semble que la flatterie, ça marche pas mal. Merci beaucoup Camille Grand d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous avez été donc secrétaire général adjoint de l'OTAN. On va revenir sur la principale annonce de ce sommet, cet engagement de consacrer 5% du PIB de chaque pays membre à la défense. Général Desportes, c'est un engagement important, vous y croyez, c'est tenable selon vous? Alors, est-ce que j'y crois? J'en sais rien. D'abord, c'est 5, c'est plutôt 3,5 que 5. Bon, c'est 3,5 directement sur la défense et 1,5 sur des dépenses indirectes qui vont être utiles. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que nous devons sauter sur cette opportunité d'aller enfin vers une défense à la hauteur de ce que nous sommes et à la hauteur de notre ambition d'être enfin autonome par rapport aux États-Unis, qui un jour ou l'autre nous lâcheront complètement. Donc, je crois qu'il faut y aller vraiment. Maintenant, 1% du PIB pour la France, je crois que c'est 25 milliards ou 30 milliards. Donc, quand vous ajouter 2%, ça fait quand même beaucoup d'argent pour notre pauvre Premier ministre pour arriver à le trouver. Donc le chemin sera difficile. Pour l'instant, le président, à juste titre, dit il faut le faire. Maintenant, je ne sais pas très bien. À un moment donné, il faudra choisir entre les canons et les pensions. Entre les canons et les pensions. Les pensions. Vous savez, pour l'instant, l'État-providence, il est défendu par les impôts américains. C'est bien. Mais à un moment donné, il faudra que ce soit nous-mêmes qui le défendions en grattant un peu cet État-providence et en défendant notre long terme. Voilà, choisir entre le long terme et puis le plaisir du court terme. Mais il faudra le faire, il faudra des politiques qui soient extrêmement claires. Et je ne sais pas si la crise actuelle est assez puissante pour que le discours politique puisse surfer pour arriver à expliquer aux Français que c'est absolument nécessaire. Ça fera partie du débat budgétaire à venir à la rentrée prochaine. David Rigoulet-Rose, un mot peut-être aussi de ce fameux article 5 dans le traité de l'Atlantique Nord qui implique que tout État membre agressé sera soutenu solidairement par tous les autres. On a vu Donald Trump dans l'avion qu'il amenait à La Haye dire oui, cet article on peut l'interpréter de plusieurs façons. Est-ce qu'il est aujourd'hui un allié fiable pour l'Europe? C'est la fameuse clause mousquetaire, effectivement, pour tous, tous pour un. Il y a beaucoup de doutes qui ne peuvent pas être assumés publiquement par les Européens parce que justement, ils sont inquiets. Surtout qu'il avait eu des déclarations par le passé. Emmanuel Macron n'a pas voulu commenter cela aujourd'hui. Il a dit c'est pas à moi de le faire. Ça montre que c'est un sujet sensible. C'est un sujet très sensible parce que par le passé, il avait évoqué même que les mauvais payeurs ne seraient pas défendus en cas d'agression russe. Donc évidemment, on voit bien que, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour ménager sa susceptibilité lors de son arrivée au sommet, en lui montrant que les Européens faisaient les efforts budgétaires nécessaires et en évitant de soulever cette question éminemment sensible pour l'avenir des Européens qui peuvent en revanche compter sur une clause de solidarité militaire dans le cadre du traité européen. Ça, c'est autre chose. Ça ne peut pas se substituer à l'article 5, mais enfin, il y a cet outil qui existe quand même. Marie-Cécile Nave, on a vu Camille Grand l'évoquer. Est-ce que c'est la bonne façon de faire, de flatter l'ego de Donald Trump pour
obtenir gain de cause avec lui. Est-ce que Mark Rutte s'y est bien pris? Est-ce que les organisateurs ont eu raison de faire tout ce qu'ils ont fait? Il a dormi dans un palais royal, il a pris le petit déjeuner avec le roi et la reine. Et il s'en est félicité dans ses conférences de presse. Il n'y a que ça qu'il a envie d'entendre, en fait. Et donc, ça ne veut pas dire qu'après, les Européens ne discutent pas entre eux pour leurs propres intérêts et pas pour faire plaisir à Trump. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à Trump. Ils n'obéissent pas à Trump. Ça, c'est le récit trumpien. Mais il y a aussi l'augmentation des dépenses militaires et aussi l'augmentation des dépenses en recherche et développement sur les aspects stratégiques, etc., qui peuvent infuser dans d'autres pan de l'agenda, c'est-à-dire des politiques publiques. On n'est pas là pour faire plaisir à Trump, mais c'est effectivement le discours, le récit qu'il a envie. Mais il y avait quand même une crainte en filigrane d'un désengagement de Donald Trump, d'un désengagement militaire. Il y a 85 000 soldats américains en Europe aujourd'hui. C'est plus qu'une crainte, c'est une réalité très, très, très plausible, voire probable. Et d'ailleurs, il l'a dit explicitement, le vice-président Vance, à chaque fois qu'il vient en Europe, il insulte les Européens, il explique combien il méprise les valeurs européennes et l'Europe occidentale. Donc oui, c'est une chose que certainement les Européens auraient dû faire depuis longtemps. L'occasion fait le larron, j'ai envie de dire, pour que les Européens prennent en main leur défense. Donc Trump est plutôt une occasion, un prétexte pour obéir à ses propres intérêts stratégiques. Sur la question de l'Ukraine et de la Russie, le sommet a quand même permis de se mettre d'accord sur deux choses. La Russie est considérée comme une menace à long terme pour la sécurité de l'OTAN. Et l'OTAN réaffirme son soutien durable à l'Ukraine. Sur ces mots employés sur la Russie, menace pour la sécurité à long terme de l'OTAN, est-ce que ça vous surprend, Général Desportes, que ça a été validé par Donald Trump? C'était un peu la crainte, justement. D'ailleurs, on n'était pas très sûr que l'affaire de la Russie apparaisse dans le communiqué, parce que c'était de nature, effectivement, à faire partir Trump tout à fait rapidement. Donc je crois qu'il faut s'en féliciter, mais ça n'engage pas à grand-chose, pas plus que la deuxième chose, c'est-à-dire nous maintenons notre soutien. Mais or, on sait que les Américains, depuis bien longtemps maintenant, n'apportent plus d'aide à l'Ukraine et que nous-mêmes, même si on dépasse désormais les États-Unis en termes d'aide à l'Ukraine, nous aussi, on est en train de reculer. Donc c'est des promesses verbales qui n'engagent, hélas, que ceux qui les écoutent. Et Zelensky était là, il les a entendus. Je ne crois pas que lui-même y croit vraiment. Stéphane Simon, votre regard à vous sur ce sommet de l'OTAN, qui est peut-être un peu plus éloigné de vos domaines de compétences, on va dire? Vous n'avez pas tort de le rappeler. Non, c'est un sommet où on sent que le président américain, effectivement, est très à son aise dès qu'on flatte son ego. Il faut se souvenir d'où il vient. C'est un président qui a été avant un homme de télé-réalité. Et donc, on sait très bien que c'est un homme qui aime le show, qui aime le spectacle, qui aime qu'on le brosse dans le sens du poil. Tout ça est bel et bon pour lui. Après, la réalité, c'est que malgré, je dirais, tout ce décorum, le président Trump arrive à ses fins. Il avait annoncé la couleur, il allait faire payer les uns et les autres d'une manière ou d'une autre. Mais l'Europe, il trouve aussi son intérêt. Quand on voit effectivement la révélation du SMS du message qu'il lui a envoyé, on se rend compte qu'il n'a pas beaucoup forcé pour que, dans son sommet, on se mette carpette pour lui faire plaisir quand même. C'est assez sidérant, je dirais. Marie-Cécile Nave, il y a un enjeu qui va arriver très vite maintenant, c'est que ces dépenses militaires vont être tournées vers des fabricants d'armes américains, européens. Il va y avoir un bras de fer. Donald Trump, là aussi, va fixer ses exigences. Vous faites bien d'aborder ce point parce qu'effectivement, tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et finalement ailleurs dans le monde où Trump est présent, où les États-Unis sont présents, nous conduisent à nous poser la question à qui profite la tournure des événements sur le sol américain. Et très probablement que, dans le cas de l'Iran, mais c'est vrai aussi en Europe, le lobby militaro-industriel américain qui voyait arriver le désengagement militaire des États-Unis dans les discours trumpistes et ça, vient gagner en puissance, gagner en audience à son oreille. Et il y a tout un tas d'intérêts économiques divergents qui obéissent à un rapport de force qui est mouvant aux États-Unis. Effectivement, les fabricants d'armes ont tout intérêt à ce que les conflits perdurent. Et donc, c'est parfois orthogonal, ou ça a pu être orthogonal avec certaines déclarations de Trump qui, encore une fois, résonnent à très court terme, c'est-à-dire la manière dont il peut se théâtraliser en chef, en vainqueur, en celui qui a raison, qui est capable de faire plier tout le monde, mais à court terme. Et demain, il peut avoir un autre discours.
Merci à tous les quatre d'être venus nous éclairer sur ces deux grands sujets d'actualité internationale, l'Iran et Israël. Il va aussi en être question ce soir à 21h30 dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Ce sera à suivre en direct sur LCP. On va prendre la direction justement de l'Assemblée où vous trouvez Stéphanie Despierres. Expliquez-nous un peu comment ça va se dérouler, ce débat. Alors ce débat intervient alors qu'un fragile cessez-le-feu est en vigueur. C'est Emmanuel Macron qui l'a demandé vendredi dernier au gouvernement. Il a demandé à organiser cette discussion sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. Dès le 13 juin et les premières frappes israéliennes sur l'Iran, la France insoumise l'avait réclamé. Alors il y a déjà eu ces derniers mois des débats de ce genre à l'Assemblée sur la situation internationale, notamment concernant l'Ukraine. Le déroulé suit des règles bien précises. En ouverture, François Bayrou, le Premier ministre, va prononcer un discours. Ensuite, chacun des groupes politiques réagira à cette déclaration et donnera sa position. Ils ont un temps de parole différent en fonction de leur poids ici à l'Assemblée nationale. Alors à l'issue, il n'y aura pas de vote, mais une réponse de François Bayrou et de ses ministres. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, et Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, tout juste rentrés du sommet de l'OTAN à La Haye, seront là pour réagir aux interpellations des députés. Merci beaucoup Stéphanie Despierres. Alors comment chacun se positionne sur ce conflit entre Israël et l'Iran et sur cette intervention militaire des États-Unis, on en discute ce soir avec Alma Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Maritime. Bartholomé Lenoir, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Vous êtes député de la Creuse et porte-parole du groupe UDR. C'est le groupe donc présidé par Éric Ciotti. Et enfin Frédéric Petit, bonsoir. Vous êtes député des Français installés en Europe centrale et orientale. Et c'est vous qui allez... Dans les Balkans. Dans les Balkans. Et en Allemagne. Aussi. Et c'est vous qui allez prendre la parole dans l'hémicycle pour le Modem tout à l'heure. On sera aussi en duplex dans quelques instants avec Aïda Hadizadeh pour le Parti Socialiste. On va peut-être commencer avec vous, Frédéric Petit. Au premier jour de l'attaque, on a entendu Emmanuel Macron évoquer le droit d'Israël à se protéger. Et depuis, François Bayrou a estimé que la France défend le droit international. Est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique? Non, ce n'est pas antinomique. D'abord pour la situation de celui qui attaque. C'est là-dessus qu'il faut revenir. Je vais faire le premier élément de réponse, ça sera là-dessus. C'est pas pareil d'habiter en Israël. Moi, je suis allé très souvent dans ces régions. C'est vrai qu'on est en région en guerre. Donc il y a une proximité qui fait que se défendre par une frappe chirurgicale pour aller taper, c'est comme les Ukrainiens qui vont taper les avions avant qu'ils décollent, les avions qui doivent venir les bombarder. Donc mais les Ukrainiens, il y a une guerre qui a été déclarée par la Russie. L'allusion qui était faite par le président de la République concernait d'une part Israël, qui a le droit de se défendre, et les frappes américaines. C'est en ça que la situation est un peu différente. Maintenant, c'est la position que vous allez défendre donc, dans l'hémicycle? Non, parce que ma position sera un peu plus globale, peut-être, puis on va avoir un peu de temps, donc j'aime bien ce débat. Je crois qu'il y a un deuxième élément de la réponse qui est beaucoup moins, je dirais, beaucoup moins plateau télé, beaucoup plus profond, qui est, je crois qu'on a le droit, quand on est démocrate, quand on défend des valeurs dans le monde chaotique dans lequel on vit, on a le droit de garder les yeux sur les boussoles. Les boussoles, c'est le droit international. Et puis, parfois, on n'est plus les patrons du monde, c'est fini ça, on n'est plus des coloniaux. Donc, accepter des réalités du jour qui font que on porte peut-être des contradictions qui ne sont pas nos contradictions, qui sont les contradictions du monde aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui est important et ce qui me semble capital et où je reconnais, et ça je salue, que ce soit du côté du ministre, des ministres ou du côté du président de la République, ce qui est important, c'est de garder le point sur l'horizon, c'est-à-dire c'est le droit international. Voilà. Après, je ne sais pas si quelqu'un peut empêcher la plus grande puissance mondiale dirigée par quelqu'un d'un peu instable de faire ce qu'elle veut. Je veux dire, donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des moments où il faut dire l'horizon c'est ça, et puis des moments où il faut dire je me situe un peu dans le brouillard, et ça arrive dans le monde chaotique où on est. Ce que je veux, c'est que notre pays garde ses valeurs et garde les yeux sur l'horizon aussi. Alma Dufour, comment est-ce qu'LFI se positionne dans ce débat? Parfaitement à contre-pied de ce qui vient d'être dit. Donc déjà, la question de se positionner, alors qu'en fait, c'est plus pas qu'une boussole, c'est le droit international qui, comme son nom l'indique, est un droit, c'est des lois internationales qu'on est censé respecter. Plus personne ne les respecte depuis pas mal de temps. Mais nous, on aurait dû, et la position de la France et du président de la République aurait dû être celle de toujours
s'inscrire en soutien de ce qui est dit dans le droit international. Ce que vous avez dit est faux, monsieur. Non. Quoi qu'on pense, encore une fois, hein, quoi qu'on pense du régime de Khamenei, et je vais revenir dessus sur la question iranienne, quoi qu'on pense du régime de Khamenei, c'est Israël qui a attaqué l'Iran et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Donc déjà, on aurait dû être clairement du côté du droit international et l'affirmer beaucoup plus clairement. Si la France ne peut pas empêcher les États-Unis de faire ce qu'elle veut, vous avez raison, en Iran, néanmoins, la France peut avoir un cap clair. Et on ne l'a plus du tout. On ne l'a plus du tout parce qu'on s'assoit un jour sur deux sur la question du droit international et parce que surtout, on ne dit pas la vérité. On ne dit pas pourquoi on en est arrivé dans cette situation entre Est-ce que Israël l'Iran et lui-même n'a pas violé le droit international d'une certaine façon sur son programme nucléaire? Oui, mais justement, alors attendez, elle a violé un accord dont les États-Unis s'étaient retirés en premier. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans la réécriture de Tout le monde de l'histoire que je vois sur tous les plateaux télé et dans cet hémicycle, c'est que vous oubliez un petit détail. Il y avait un accord sur la non-prolifération du nucléaire qui prévoyait la levée des sanctions économiques sur l'Iran. Sanctions économiques qui, au passage, renforcent le régime des mollahs que tout le monde est censé vouloir combattre ici. Donc, ces sanctions économiques devaient être levées, elles ne l'ont pas été. Les États-Unis se sont retirés de l'accord à l'élection de Donald Trump sous la pression aussi de M. Netanyahou et ont en plus empêché les Européens de faire leur travail, c'est-à-dire de rester dans l'accord et de leur côté de lever les sanctions. Donc effectivement, l'Iran de son côté n'a pas respecté sa partie du contrat. Mais ce n'est pas un couteau de canif qui vient de l'Iran au début. Et là, encore une fois, je le dis sans aucun soutien au régime de Khamenei. J'étais encore avec la société civile iranienne tout à l'heure, du mouvement Femmes Liberté notamment. Aujourd'hui, ce qu'on abandonne sur le terrain, ce sont les Iraniens. Parce que c'est le feu très bien, mais en fait, là, le régime prend prétexte de ce qui s'est passé pour durcir encore plus la répression contre les civils et contre nos propres otages qui sont en danger. Donc, c'est-à-dire que le message que vous voulez faire passer, c'est respectons le droit international et portons cela. La France ne sera plus jamais un interlocuteur crédible à partir du moment où elle a abandonné sa doctrine qui existe depuis celle du général de Gaulle, reprise par M. de Villepin, reprise par Jacques Chirac aussi au moment de l'invasion en Irak, par les États-Unis là encore. La France était crédible parce qu'elle se tenait en puissance médiatrice dans la région et parce qu'elle respectait stricto sensu le droit international. À partir du moment où on change cette position, mais en plus on a un président qui change d'avis tous les 2 jours, je suis désolée, entre le droit à se défendre, l'illégalité des frappes, je soutiens et en même temps je soutiens pas, on n'est plus crédible et tous nos partenaires se rient de nous. Bartholomé Lenoir, quelle est la position de l'UDR? Nous, la position, c'est quelque chose quand même qui n'a pas été suffisamment rappelé, c'est qu'il y avait un risque majeur que les Iraniens se dotent d'une bombe nucléaire. Ça change totalement le paradigme. Et donc nous, notre position, elle est très simple, c'est d'affronter nos responsabilités et de soutenir les États-Unis dans ces frappes. Nous pensons que nous aurions dû... De soutenir Israël et les États-Unis, parce que c'est donc Israël qui a d'abord déclenché l'offensive. Et de soutenir les États-Unis lorsqu'ils ont fait des frappes, puisque ce sont des frappes... Sans réserve, donc. Qui sont des frappes qui visent à nous défendre tous. Le risque, parce que c'est une dictature islamiste quand même, l'Iran, le risque d'un pays tel que dirigé par des dictateurs islamistes qui se dotent de la bombe nucléaire est un risque inimaginable et donc... Eux, les États-Unis, ont décidé de prendre leurs responsabilités et nous considérons que de ne pas les soutenir est une forme de lâcheté. Et donc, notre position, elle est très simple, il fallait le faire. Et nous les soutenons de façon très simple et définitive. C'est-à-dire que pour vous, le respect du droit international n'est pas primordial, c'est pas la priorité? C'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que non. Ce que je vous dis, par exemple, vous l'avez rappelé avec raison, les inspecteurs qui devaient contrôler les installations nucléaires en Iran, dans le cadre des accords sur le nucléaire iranien, n'étaient pas autorisés, par exemple, à aller voir tout ce qui se passait. Donc il y avait une incertitude évidente sur le potentiel de bombes nucléaires par les Iraniens. Enfin, je veux dire, c'est... Attendez juste qu'il termine et puis on... Nous sommes, et Israël et les États-Unis ont agi en état de légitime défense et ont fait le travail pour beaucoup de monde. Il faut l'assumer. Alors, Frédéric Petit et Alma Dufour, peut-être d'abord vous, Frédéric Petit. Oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les collègues qui arrivent à avoir des positions simples. Comme vous l'avez dit, il faut avoir une position simple. C'est ce que je dis. Je dis d'abord... Il faut avoir une position claire. Attendez, laissez-le s'exprimer. Vous avez dit simple, voilà. Position claire, je suis d'accord. Position simple, je suis en admiration. Si vous êtes capable d'avoir une position simple sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, y compris avec un gouvernement américain que je ne soutiens pas, je ne refuse de le soutenir. Et je crois que le président, vous dites qu'il n'a pas dit une chose et son contraire. Il a dit il y avait un pays qui a été agressé par l'Iran le 7 octobre
Non, Et c'est faux. Est-ce que je peux répondre parce qu'après, pardon. Allez-y, terminez, et puis après on fait circuler la parole. Merci. Il y a un pays, il y a une puissance déstabilisatrice avec des proxys, avec des choses qu'on connaît, qui a été agressée en Irak, etc., qui se défend, qui a le droit à se défendre. Je suis absolument opposé, j'étais officiellement opposé, nous l'avons fait, de la Commission des Affaires étrangères unanime a dit le 8, le 9, le 10 octobre que la riposte d'Israël était une impasse, voilà, mais il faut reconnaître que Israël est plus en danger que les États-Unis dans sa proximité. Voilà. Et après, je finis, il y a des moyens dans le droit international que les États-Unis sont en train d'oublier. Ça s'appelle la coopération multilatérale, ça s'appelle l'ONU, ça s'appelle l'AIEA, ça s'appelle un certain nombre de choses. Il y a des moyens dans le droit international justement pour éviter d'être obligé de bombarder le pays étranger, d'être obligé d'envoyer des proxys pour le faire le respecter. Donc je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, et en particulier je suis en admiration devant votre capacité à simplifier. Moi non plus, et surtout parce que là pour le coup je suis d'accord avec vous, et il y a surtout beaucoup de choses qui sont fausses. Excusez-moi, c'est faux. L'Iran n'était pas prêt à avoir la bombe atomique demain. Je dis bien, tous les services de renseignement, y compris les services de renseignement américains, sont clairs et formels là-dessus. Donc on nous rejoue exactement, souvenez-vous, vous avez très mauvaise mémoire, le même scénario que pour la guerre d'Irak. Il y a quand même ces 400 kilos d'uranium enrichi qui n'avaient pas... Mais ce n'était pas... Mais encore une fois, entre de l'uranium enrichi et la bombe atomique dans les mains de Khamenei, il y a des années et des années... Ça indique des intentions. Non, mais ça n'existe pas, la guerre préventive en droit international, monsieur. Sinon, en fait, tout le monde ferait la guerre préventive à un État qui décide d'avoir la bombe atomique. Israël, par exemple, a la bombe atomique, ne le dit pas vraiment, mais elle l'a. Elle ne respecte pas non plus le traité de non-prolifération. En fonction... Oui, c'est une démocratie qui commet un génocide. Donc après, si vous voulez parler de valeurs, etc., moi, je suis très claire, je suis comme le mouvement Femmes, Vie, Liberté, ni Khamenei, ni Netanyahou. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, parlons des vraies choses. Ça me fait beaucoup rire parce que vous emboîtez le pas pour des raisons politiciennes à Donald Trump, mais même Donald Trump, il a signé un accord de cessez-le-feu. Déjà, en fait, parce que la guerre ne sert absolument personne. Et là, par contre, elle dessert qui, encore une fois? La société civile iranienne, dont tout le monde fait des gorges chaudes, oh là là, il faut les libérer de leurs tyrans oppresseurs, sauf qu'en fait, là, ils ont bombardé, ils ont envoyé un message, ils ont détruit certaines capacités nucléaires, et d'ailleurs, le stock d'uranium enrichi a par ailleurs disparu, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe là? 700 arrestations, 3 pendaisons, en fait le régime se durcit et on ne voit toujours pas d'horizon stratégique durable pour affaiblir le régime avec la levée des sanctions économiques, parce qu'encore une fois, non mais laissez-moi finir, c'était la stratégie de Barack Obama, annuler les sanctions économiques sur la société iranienne pour faire une pression de l'intérieur contre le régime bénéficie de ces sanctions. Là aujourd'hui, je vois un criminel de guerre, un criminel contre l'humanité, Netanyahou, soutenu par l'extrême droite américaine, qui en fait, on n'en a rien à faire de libérer les Iraniens de leurs tyrans. Non, non, ce qu'ils veulent, c'est affaiblir définitivement un pays, et s'il peut se transformer en la Syrie ou l'Irak, ils s'en fichent. Et c'est bien ça le problème, et c'est là où la France devrait avoir une voix beaucoup plus claire. Sur la menace nucléaire iranienne, et j'aimerais aussi vous entendre tous les trois, si on a le temps, sur ce cessez-le-feu et les conditions d'une paix durable à vos yeux. Moi, je voudrais juste répondre deux choses. La première, sur ce qui a été dit, quand on dit on porte un jugement sur le gouvernement de Donald Trump et des États-Unis. Il ne s'agit pas... Non, mais je veux dire, aujourd'hui, il a été élu par les Américains. Il ne s'agit pas... Non, mais il s'agit pas de le juger. Les États-Unis doivent... Non, mais il faut respecter nos alliés américains. Et je trouve ça ridicule de dire « moi, j'aime pas ce qu'il fait, etc. » C'est un état de fait. Donald Trump est le président des États-Unis et nous devons le respecter. Ça, c'est la première des choses. Sur la deuxième chose, vous dites qu'il n'y a pas de risque, presque. On a l'impression à vous entendre qu'il n'y a aucun risque. Les renseignements disent qu'il n'y a pas de bombe atomique en Iran. Il n'y a aucun risque. Non, mais ça n'existe pas, la guerre préventive, monsieur. Vous nous dites... En droit international. Non, mais vous nous dites qu'il y a un pays qui est une dictature islamiste, qui a des kilos et des kilos d'uranium, il y a zéro risque. Mais j'ai pas dit ça. Non, alors, donc voilà. Donc, et maintenant que vous ne dites pas ça, si le risque... Non, pas du tout. J'ai dit qu'il n'y avait pas de bombe atomique en Iran. C'est pas pareil. Donc le risque existe. Oui, et la guerre préventive pour un risque n'existe pas en droit international. Je peux pas. Si le risque existe... Oui, vous pouvez débattre sans invective. Exactement, moi j'ai pas répondu. Si le risque existe d'une bombe nucléaire dans les mains d'une dictature islamiste, ce risque n'est pas admissible. Voilà tout ce que nous disons. Alors, on va retourner du côté de l'Assemblée, aller voir Marco Pommier. Marco, vous êtes en compagnie de la députée socialiste Aïda Hadizadeh qui va présenter justement la position du PS.
Oui, Aïda Dizadeh, tout à l'heure dans l'hémicycle, quelle sera la position de votre groupe, du groupe socialiste? Elle sera simple et claire. Il faut rappeler ce qu'est le droit international. Et il faut le faire au moment où on voit aussi des responsables de grands pays démocratiques vaciller et confondre la force et la brutalité. La force, c'est le droit. La force, ce ne sera jamais la loi du plus fort qui n'est que brutalité. Et la France, par la voix d'Emmanuel Macron, a mis un peu de temps à se ressaisir. Il y a eu un petit flottement au début sur un communiqué qui n'aurait pas dû l'être. Mais je tiens à saluer le fait que depuis, la France a toujours rappelé que cette attaque israélienne était illégale et qu'il ne faut jamais sortir du cadre du droit international parce que c'est précisément ce droit qui a réussi à bâtir les paix les plus solides, les plus durables. Et je tiens à préciser sur ce sujet-là, à bloquer le programme d'armement nucléaire iranien en 2015. Vous n'estimez pas, comme les Insoumis, que la position de la France est trop faible, que sa voix est trop faible dans le monde? On peut toujours espérer que la voix de la France soit plus forte. Mais je crois que dans ces moments-là de crise, il est utile de dire qu'il y a des sujets trop graves pour faire polémique. Nous sommes soutiens de tout ce que la France fera pour appeler au respect du droit international et appeler les différentes parties à se mettre autour de la table à négocier. Je crois que dans les derniers jours, dans les 12 jours qui se sont écoulés, pour avoir suivi de près les déclarations du ministre Barrot, c'est bien cela qu'il a fait. Il n'a jamais pris la parole sur ce sujet sans rappeler que ces attaques étaient illégales et qu'il fallait un cessez-le-feu immédiat. Il faut encourager ces voix-là et ce n'est pas l'heure de nous diviser. Merci beaucoup, Aïda Dizadeh. On écoutera votre prise de parole ce soir dans l'hémicycle sur LCP, bien sûr. Merci beaucoup. Et on vous retrouvera à cette occasion également, Marco Pommier. Merci à vous. Il nous reste très peu de temps, 2 minutes. Petit tour de table. Les conditions d'une paix durable entre Israël et l'Iran. Je commence par vous, Frédéric Petit. C'est très difficile de répondre à cette question. D'abord, je remercie d'avoir ce qu'a dit ma collègue socialiste, et c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, on peut rester droit sur ses valeurs et accepter un certain nombre de choses dans l'immédiat et dans les déclarations. C'est le travail diplomatique, ça. Sur la question, je pense que ça s'inscrit dans la lutte contre l'international des autocrates et des théocrates. Ils ne sont pas qu'en Iran. Je pense que l'extrême droite israélienne est aussi une extrême droite qui promeut la théocratie et pas la démocratie. Je crois qu'il faut qu'on revienne aux frontières, qu'on revienne aux nations citoyennes et pas aux nations données par Dieu. Alma Dufour, très vite. Oui, encore une fois, ce que je reproche, la position serait ferme de la France, en fait, s'il n'y avait pas autant d'atermoiements. Ce que j'ai reproché à Emmanuel Macron, c'est d'avoir dit que les frappes étaient illégales, mais en même temps qu'il les comprenait. En fait, le problème, c'est ça. Il y a des fois où on se reconnaît dans le discours de M. Macron, mais il y a des fois où, en fait, comme il en change tous les jours, on a vraiment beaucoup de mal à suivre. Et ça, c'est aussi la question sur Gaza. Je voudrais juste ouvrir là-dessus. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, justement, les atermoiements du président ont fait torpiller la conférence internationale pour la reconnaissance de l'État palestinien. Pourquoi ? Parce que l'Arabie saoudite, qui pourtant on ne peut pas l'accuser d'être très proche du régime iranien, ne peut supporter justement un allié qui change autant de fois de parole et qui est aussi instable sur le respect du droit international. Bartholomé Léonard, très vite, s'il vous plaît. Les conditions de la paix, pour nous, elles sont sur la fin du programme de bombe atomique de l'Iran. Ça, c'est très clair. Et ensuite, j'ai une grande divergence par rapport à ce qui a été dit. Il est incomparable de comparer Israël et l'Iran. L'Israël est une démocratie. Merci beaucoup. Et nous sommes du côté du soutien. Merci à vous. Et on suivra ce débat en direct sur LCP à partir de 21h30 avec Stéphanie Despierres et Marco Pommier. Tout de suite, un documentaire qui est consacré à l'Iran, justement. Iran, les visages de la colère, qui nous plonge donc dans les coulisses du mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. C'est un documentaire qui a été récompensé d'une étoile par la SCAM. Passez une bonne soirée sur LCP.